je vais être lue par des gens qui vont bien, des gens qui vont pas bien. Et je ne veux pas qu'il coule avec mes personnages. Donc, je me donne la responsabilité de tirer tout le monde vers quelque chose de beau, quelque chose qui donne envie de vivre, en fait, tout simplement. Alors déjà, Fendre l'azur, c'est avant tout un roman d'amour et de reconstruction. En quelques mots, c'est l'histoire d'Anthony, qui est pilote de chasse et qui va traverser un accident grave. Sa verrière va exploser en plein vol parce qu'il va percuter un oiseau. C'est ce qu'on appelle une collision volatile. Sauf que lui, dans cet accident, il va perdre un œil. Il pourra plus jamais voler. Et cette identité de pilote de chasse, c'est non seulement son métier, mais c'est aussi une énorme part de son identité. Et donc, il va plonger dans une dépression profonde et un stress post-traumatique qui est très handicapant. Et donc, sur son chemin de reconstruction et de réhabilitation, il va rencontrer un fauconnier. Et ce fauconnier arrive avec un aigle. Et là, Anthony se dit « Waouh, c'est mon chemin, c'est ça que je veux faire, je veux voler de nouveau avec l'aigle ». Et au cours de cette reconstruction, il va faire la connaissance de Roxane, qui est une taxidermiste, une artiste aussi, écorchée vive, qui se met en scène dans des performances assez spéciales, qui ont un rapport avec la taxidermie. Et en fait, cette femme, elle essaye de régler un trauma profond et ils vont essayer de s'aimer. C'est extrêmement compliqué parce que il faut faire de la place à l'autre, il faut baisser les armes, faut se montrer dans toute sa vulnérabilité. Et toute la question du roman, c'est est-ce qu'ils vont parvenir en fait à créer ce lien auquel ils aspirent tous les deux. Et en fait, dans leur chemin, au cours de leur chemin, leur histoire va percuter celle d'Amaka. Amaka, elle a rien demandé à personne, elle est éleveuse en Mongolie et elle gère sa transhumance comme elle peut. Elle est mère de famille, elle est très amoureuse de son mari et c'est elle qui porte tout. Et ça va être comme disait Chirac, les merdes, ça vole en escadron, elle s'en prend plein, sans arrêt. Et c'est une femme forte. Et en fait, au cours de ce chemin, elle va, elle aussi, faire face à des choix d'amour, et puis à la question de la vulnérabilité. J'ai toujours écrit. Déjà, quand j'étais petite, j'avais pas d'amis. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, cette chose-là. Donc, la lecture a été vraiment une manière d'apprendre les codes de la sociabilité. Mes premiers amis, c'était Joe March, Elizabeth Bennet. Enfin voilà, c'était tout un environnement littéraire. Et puis, peut-être que la lecture mène à l'écriture. En tout cas, ça m'a ouvert certaines perspectives. Et voilà, mon petit journal intime avec le cadenas est devenu un cahier. Puis après, c'est devenu des nouvelles. Et après les nouvelles, je me suis dit un jour, il faudrait que j'écrive un roman. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé par un premier roman policier qui a été publié chez Calman Levy, suivi de 2 autres. C'est à ce moment-là qu'on aurait dû se rencontrer, toi et moi. C'est ça. Et puis le Covid, on a décidé autrement, chacun son karma. Hein. Voilà. Et puis finalement, après, moi, c'était Actes Sud qui me fascinait. C'était une maison d'édition qui était absolument, je sais pas, désirable à mes yeux. Et le jour où j'ai eu un texte qui sortait complètement des clous de ce qu'on faisait ensemble avec mon éditeur chez Calman Levy, il n'a pas trouvé sa place chez Calman et il a été tout de suite accepté chez Actes Sud. Donc voilà, c'était l'accomplissement d'un rêve de gamine, je crois. Tu écris aussi de la jeunesse. Là, donc c'est complètement différent avec tes 2 romans parus chez Actes Sud, Les âmes torrentielles et Fendre l'azur. Est-ce que tu peux tout écrire ? C'est drôle que tu dises ça. C'est un vrai problème, en fait, pour moi, de garder un cap et donc une lisibilité aux yeux des lecteurs et des libraires, parce que j'ai aussi écrit pas mal de feel-good en fiction courte, notamment pour un média pour lequel je travaillais autour de l'épuisement maternel. Donc, pendant 3 ans, j'ai beaucoup produit de fictions qui font du bien. J'adorerais faire une romance trop classe, rom-com, tu vois. Je pense que les trucs que je pourrais pas écrire, ce sont des thrillers vraiment glauques,
La fantasy, ça me fait pas particulièrement triper. Et le gore et tout ça, bof, voilà. Mais sinon, oui, j'aime écrire beaucoup de choses différentes et finalement, c'est plus un handicap qu'autre chose, je crois. Est-ce que ça a été logique pour toi, la bascule entre la littérature noire et la littérature blanche, si on peut dire ça comme ça ou... D'une certaine manière, oui, parce que j'ai eu l'impression en écrivant Les âmes torrentielles d'écrire un roman noir. J'avais l'impression de sortir du policier avec la structure meurtre, enquête, résolution. Donc je savais que je n'écrivais pas un roman policier. Cependant, comme il y avait cette construction très tendue, plus cette dimension sociale que, par exemple, j'avais beaucoup aimé chez Caril Ferret, par exemple, avec cette ambiance assez, avec du vent, de la pluie, etc. J'avais vraiment l'impression d'avoir produit un roman noir, mais je crois que mon noir à moi est d'un gris beaucoup trop clair pour déjà pour la ligne éditoriale d'Actes Sud qui fait du noir très très noir dans la collection Actes Noir, et je pense pas que Les âmes torrentielles auraient été à leur place non plus dans cette collection. Donc finalement, c'était pas tout à fait assez noir pour être en noir, mais j'avais quand même la chance de pouvoir m'appuyer sur un goût de l'architecture qui est propre au noir, avec cette grande tension, avec ces enjeux très forts qu'on installe dès le début. Donc finalement, je suis extrêmement heureuse d'avoir fait mes armes dans le roman policier, parce que je trouve que c'est quelque chose qui sert la nervosité d'un récit, même s'il est classé en littérature blanche. Je suis beaucoup plus fière du travail que je produis aujourd'hui avec Les âmes torrentielles et Fendre l'azur, parce que c'est comme sauter sans parachute. J'ai pas de structure. Je suis dans une espèce d'abandon en espérant que l'histoire va émerger de l'année de recherche, parce que je fais quand même presque 1 an de recherche, d'entretien, de repérage, etc., pour pouvoir produire des textes qui sont aussi éloignés que ça de mes compétences de base. Je veux dire, je ne connais rien à l'hydroélectricité. Il a fallu que je fasse vivre un barrage. Je ne connaissais rien à l'armée de l'air, ni à la taxidermie, ni à la transhumance dans les montagnes mongoles. Et il a quand même fallu, du coup, faire un gros travail. Donc, je suis plus fière de ce que je produis aujourd'hui, mais en fait, le polar, le monde du polar, les gens du polar, c'est vraiment ma famille. Et j'ai été accueillie à mon premier salon du livre du polar à Polartifice au Touquet par Jacques Sausset, qui m'a dit « Agathe, bienvenue dans la famille du polar ». Waouh. Et si tu veux, je retiens, en fait, il y avait tout dans ce premier salon. C'est-à-dire que j'étais entre Nicolas Lebel et Olivier Norek, en train de tirer les cheveux de Cédric Cyr, et avec Angelina Delcroix qui dédicaçait à côté de moi. Et en fait, il y avait tellement peu de monde, parce qu'il faisait pas très beau, qu'au moment où j'ai dû faire ma conférence, il y avait personne, j'avais 30 chaises vides. Alors qu'est-ce qui s'est passé? T'as Olivier, Cédric, Jacques, Angelina, ils se sont tous levés et ils sont allés occuper le premier rang de chaises vides. Et donc, j'ai fait ma conférence avec Bob Garcia à l'époque, devant les grands auteurs de polar d'aujourd'hui. C'est pour expliquer à quel point j'ai trouvé dans le polar un accueil et une liberté d'être soi que je vais rechercher sans arrêt. Je suis allée traîner mes guêtres à Quai du Polar juste pour le plaisir, parce que j'étais pas du tout derrière une table, j'étais là en touriste, mais parce que le monde du polar et les gens du polar sont là où je me sens bien. J'aime le nature writing à l'américaine. Je suis une grande lectrice de Sandrine Collette et je trouve que la place qu'elle donne au cadre et au paysage est passionnant. Et du coup, je me suis dit j'ai pas fait beaucoup de grands voyages dans ma vie, honnêtement. Le deuxième endroit un peu exotique que j'ai visité brièvement, c'est la Mongolie, parce que en voyage de noces, on a pris le transsibérien. Et on s'est arrêté pendant 3 nuits en Mongolie. Ça a été hyper court, bien sûr, mais j'avais quand même vécu 2-3 expériences qui plantent déjà un décor et une culture. Et donc, je me suis dit, allez, je vais me démerder pour qu'il y ait un peu de Mongolie dans mon projet suivant.
Et il s'est avéré que, en commençant à gratouiller pendant les recherches, je me suis aperçue qu'il y avait un lien évident entre l'histoire que j'avais envie de raconter, qui était celle de ce pilote de chasse percuté par un oiseau dont la verrière explose en vol et qui va se tourner vers la fauconnerie pour retrouver ses sensations de vol. J'ai fait une phrase extrêmement longue, donc je ne sais pas si syntaxiquement elle sera correcte, je retombe sur mes pieds comme je peux. Et une tradition aiglière pluricentenaire qui existait dans les montagnes de l'Altaï en Mongolie. Je me dis, c'est pas possible, il y a de l'aiglerie en Mongolie, je veux que mon pilote découvre ce que c'est que d'affêter un aigle, c'est-à-dire de dresser un aigle et de lui apprendre à voler et à chasser. Bah voilà, le lien est évident, c'était la bonne option. Et c'est souvent comme ça que ça se passe quand on cherche à articuler des choses qui a priori n'auront rien à voir, mais qu'on sent que notre histoire, elle est là. Et ben en fait, les liens émergent tout seuls, comme s'ils étaient déjà là depuis le départ, mais qu'on en avait un peu la prescience. Enfin, c'est très bizarre ce processus créatif. Moi, je pars du principe que la créativité ne peut s'épanouir que s'il y a beaucoup de contraintes. C'est extrêmement difficile et c'est ça qu'on appelle le syndrome de la page blanche, je pense, de se dire tiens, je vais écrire et que tout est ouvert. Donc au contraire, moi je fais beaucoup de recherches très très précises. Je lis des thèses quand j'en trouve, je vais interviewer les auteurs des bouquins. Là en l'occurrence, j'ai bossé avec une ethnologue spécialiste du pastoralisme nomade, le truc méga précis, parce qu'en fait, plus j'ai d'informations, plus la toile de fond est riche et mieux je sais comment avancer dans mon récit. Donc, bien sûr qu'il y a une part d'invention puisque je ne suis pas allée dans les montagnes de l'Altaï particulièrement. J'ai beaucoup bossé en amont, mais j'ai certainement inventé des choses. Le truc, c'est que je pense que la documentation est tellement fondue que je ne sais plus moi-même ce que j'ai inventé et ce que j'ai lu quelque part. On t'imagine avec ton bureau, plein de dossiers, de feuilles, de photos, de cartes. Et puis, on fait quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à écrire ou qui écrivent déjà et qui sont devant parfois beaucoup de recherches. Et puis finalement, il y a tellement de recherches, on ne sait plus comment trier, on ne sait plus quoi choisir. Tu fais comment, toi? Alors, un truc pas sexy du tout. Pardon. Je fais un énorme fichier Excel. Waouh. Je fais un gros fichier Excel avec un onglet par thématique. Là, en l'occurrence, pour Fendre l'Azur, j'avais un onglet Mongolie. J'avais un onglet taxidermie. J'avais un onglet armée de l'air. J'avais un onglet fauconnerie. Je l'ai dit ou pas? Je sais plus. Enfin bref. Et ensuite, je range dans une colonne toutes les infos. Et ensuite, j'ajoute une colonne juste avant pour me permettre de trier ces infos. Et dans cette colonne, je mets par exemple vocabulaire, mode de vie, tradition, vocabulaire, machin. Et comme ça, après, je retrie tout. Ce qui me permet, quand je suis en pleine écriture, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un vrai moment où tout se métabolise. Hein. Je n'écris pas avec mon fichier de recherche ouvert. Simplement, je suis tellement nourrie de tout ce que j'ai traité et condensé comme information que je sais sur quoi m'appuyer. Et puis quand j'ai besoin, par exemple, d'une info très précise, par exemple, je me souviens que j'ai noté dans mon fichier Mongolie que le combustible, il y en avait plusieurs, avec 3 noms différents, avec les déjections de vaches ou les déjections de moutons ou les déjections de yak, ça porte 3 noms différents. Il y en a un des 3 qui fume plus que les autres. Bah, ça, je m'en souviens pas. Mais je sais qu'il y a cette info qui existe dans mon fichier, j'y retourne. Et là, hop, voilà. Mais c'est vrai que ça peut faire peur et moi, ça me fait peur. Hein, donc, ne vous sentez pas tout petit face à la masse des recherches. Chaque fois que je me lance dans un nouveau projet, j'ai l'impression d'être en bas de la montagne avec en tongs et me dire, bah, tiens, il va falloir que je monte jusqu'en haut. Je suis folle de me lancer là-dedans. Et puis, tant pis, il faut faire confiance au processus. Ça fonctionne en fait. On va pas absorber une quantité de recherche monumentale en 2 semaines, c'est pas possible. Il faut accepter que ça va prendre des mois et que on va y revenir et que surtout on va en utiliser 5 à 10%. J'ai vu des trucs magnifiques dans la patrouille de France, la manière dont ils gèrent leur vol en amont.
en fermant les yeux et tout. Ah, que c'est beau, ça me fait pleurer chaque fois que je regarde. Voilà, ça s'appelle la musique. Je n'ai jamais pu caser ça dans mon roman. Donc, je vis avec ces informations qui n'ont pas trouvé de débouché. C'est frustrant, ça, Agathe. C'est frustrant. Ah ouais, c'est horrible. Ouais. C'est horrible, mais en fait, il faut se souvenir que notre documentation, elle est au service de l'histoire et qu'on n'est pas en train d'écrire un documentaire romancé où là, l'histoire est au service de l'information. Moi, je fais le choix d'écrire du roman et donc la documentation ne doit surtout pas se sentir. Ce qui ressort aussi dans ton roman, c'est les relations mère-enfant. Alors, je ne sais pas si c'était conscient, oui, non. Moi, ça m'a beaucoup marqué, en fait. Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus, en fait, par rapport à ça, aux relations qu'ont tes personnages avec leur maman ou les enfants avec leur maman aussi? Ben, c'est vrai que dans les 3 trames narratives, je ne sais pas comment on peut les appeler, dans les 3 histoires qui se rejoignent, il y a un duo mère-enfant. Alors, soit c'est mère-fils avec Anthony, mère-fille avec Roxane, et bon, mère-fils aussi avec Amaka. Mais Amaka, elle est maternelle, c'est sa nature, elle est maternelle même avec son mari. Oui, j'avais besoin d'explorer des liens qui sont dysfonctionnels, où chacun attend de l'autre ce qu'il ne peut pas lui donner. Chez Roxane, il y a même un désir très ambivalent de vengeance et en même temps de créer un lien, parce qu'elle veut une réparation. Et Amaka, le lien mère-enfant, c'est pas quelque chose qui est dysfonctionnel du tout, mais c'est une question qui va la pousser trop loin dans le don de soi. Et en fait, à force de porter tout le monde, et notamment de porter son mari, elle est aussi la mère de son troupeau, c'est elle qui procède à la mise bas de ses brebis, etc. Il y a chez Amaka cette maternité, pas originelle, mais c'est l'archétype de la maternité. Et elle, c'est une maternité qui est dans le don de soi, mais qui aussi doit poser des limites. Donc voilà, au début, c'était pas le projet de départ, mais c'est toujours comme ça, hein. Chaque personnage a son propre arc narratif, ses propres enjeux, sa propre résolution, mais il y a quelque chose de plus grand qui se joue à l'échelle du roman tout entier. Et je pense que tu as raison, ce qui se joue à l'échelle du roman, c'est l'enfantement. C'est la manière, c'est ce qu'on attend de nos parents, la manière dont on s'en détache aussi. Et ça, évidemment, quand on ouvre le livre, on s'attend pas à ce que ce soit ce sujet qui soit traité en filigrane. Mais je pense que c'est la puissance de la projection psychanalytique de l'auteur. Quand il se met à écrire un livre, il ne sait pas lui-même ce qu'il va résoudre de ses propres blessures ou de ses propres conflits ou de ses propres questionnements. Et ça n'apparaît qu'une fois que le livre est terminé. Je pense que cette question de la mère de famille est quelque chose qui me travaille profondément. Tu vois, j'ai 4 enfants. J'ai fait 2 dépressions d'épuisement parce que je voulais tout faire et que je veux encore tout faire puisque je suis en train d'écrire et d'être sur les salons tout en essayant de tout équilibrer. Donc je pense que cette question du conflit de la mère et de la femme, c'est un moteur d'écriture pour moi, certainement. Et puis aussi la relation que je peux avoir avec mes propres parents. Et de toute façon, on n'écrit pas si on n'a pas des nœuds à dénouer ou des choses à résoudre. C'est pas forcément des traumas, hein. Heureusement qu'on n'est pas tous traumatisés, mais voilà. Puis je pense que c'est des choses qui sont universelles et ce sont des préoccupations qui touchent tout le monde. Cette couverture, elle intrigue beaucoup les gens qui nous écoutent, et puis moi aussi, elle est magnifique. Moi, je l'aime beaucoup. C'est sobre, mais c'est très efficace. Tu veux nous en dire un mot de cette couverture? Elle représente quoi pour toi? Ben, c'est étonnant parce qu'en fait, j'ai l'impression que chaque personne qui la regarde y voit quelque chose de différent. Alors, il y a les pas très romantiques comme mon fils qui m'ont dit non mais c'est un corbeau, ça peut pas aller avec ton histoire. Normalement, ça devrait être un aigle. Bon, ok, mec, premier degré, très bien. Ensuite, moi j'ai un frère qui m'a dit ah magnifique cette croix, une croix. Bah ouais, lui il voit une croix. J'ai ma belle-sœur qui m'a dit oh, ça me fait penser à la pub Yves Saint Laurent avec Dua Lipa là. Dua Lipa. Oh, je sais plus. Ok, merci. Je suis bon, jamais vu. Pour moi, en fait, elle symbolise à la fois l'abandon et le fantasme de s'envoler.
Et puis je trouve ça très beau que ce soit une femme sur cette couverture parce que même si j'explore des mondes qui sont très masculins, les personnages forts, c'est quand même des femmes. Donc je suis ravie que ce soit cette photo-là qui soit ressortie. Mais on a mis énormément de temps à trouver la bonne couverture. Je pense qu'il y a eu, mais moi j'ai vu une dizaine de couvertures différentes et je sais que dans l'équipe, ils ont travaillé sur plein d'autres propositions que j'ai même pas vues. Parce qu'il n'y a pas que l'oiseau en fait dans cette histoire. Il y avait aussi la question de la peau, du charnel, la montagne. Enfin, il y avait plein de portes d'entrée. Et je pense qu'une bonne couverture, c'est celle qui laisse la place au lecteur et qui lui permet de projeter ce qu'il a envie de projeter. Je suis pas du tout une militante, tu vois, ni une idéologue de ce que devrait être le rapport de l'homme avec l'animal. Cependant, je mets en scène des personnages qui ont leur relation avec l'animal et qui très souvent sont à la recherche de leur juste place par rapport à l'animal. On le voit bien avec Anthony, il est dans une espèce d'illusion de fusion qui va finalement le mettre en danger. Mais moi, je sais que mon rapport à l'animal, il a été modelé par l'élevage et par la chasse. Je suis une fille de la campagne, quoi. Donc, je pense que j'ai un peu peur de tout ce qui est discours antispéciste et puis exaltation du rapport avec l'animal de compagnie. C'est pas un truc avec lequel je suis à l'aise. Et peut-être qu'à travers mes romans, j'essaye de remettre les points sur les i à ma manière, c'est-à-dire celle d'une fille de la campagne qui va bouffer les agneaux et puis va s'appuyer sur son chien pour ramener le troupeau. Enfin, je veux dire, je suis pas une bergère non plus, mais je pense que j'ai un rapport qui est pas très romantique à l'animal. Mais parfois, mes personnages explorent d'autres rapports et je le respecte. C'est plus les personnages finalement qui t'emmènent dans une direction, en fait. Ouais, complètement. Parce que tu vois, pour les âmes torrentielles, on m'a dit « Oh là là, vous êtes une cavalière, c'est sûr. Ah, oui. » Ouais, ben non, mais moi, on m'a forcé à monter à cheval jusqu'à pas d'âge. C'était la corvée, quoi. On me disait « Sois à l'écoute de ton cheval. » Mais je m'en fous d'écouter mon cheval. Moi, enfin, déjà, je veux tenir dessus. Je suis pas du tout comme ça. Et pareil, la fauconnerie, je suis allée faire un stage de fauconnerie, mais j'étais extrêmement mal à l'aise d'avoir un espèce de bec de rapace qui était prêt à me bouffer le visage. D'autant plus que je suis tombée sur un fauconnier qui a essayé de me bisuter, je crois, et qui me faisait retirer le chaperon avec les dents quand même. Hein. Ouais, quand on a un autour des palombes sur le bras, le truc, il est à ta hauteur pratiquement. T'as pas très envie d'aller lui croquer l'œil, si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'était pas une expérience incroyable. Mais j'ai parlé avec un aiguilier notamment que je vous invite à suivre sur les réseaux. Il s'appelle Cyril Orliac et lui qui m'a parlé du rapport avec son aigle d'une manière qui m'a transportée. Et c'est ça que j'ai voulu montrer dans mon roman. Je voulais pas dire c'est horrible de s'approcher de la tête d'un oiseau de proie, ça fait peur. Ça n'intéresse personne. C'est mon expérience. En revanche, montrer le rapport entre Anthony et son aigle, ou entre Tolubaï et son aigle, ça me parle, quoi, même si c'est pas mon expérience à moi. Et j'ai des retours qui sont étonnants, qui sont plus intenses que ceux que j'avais eus pour les âmes torrentielles. C'est-à-dire que ma libraire chérie à La Traîne, lisons sous la pluie d'ailleurs, ceux du coin, n'hésitez pas à y aller. Je passais devant la vitrine de sa librairie et j'y suis rentrée. Elle m'a dit oh, j'ai adoré Fendre l'Azur et si t'étais pas rentrée dans la librairie, je serais allée sur le trottoir pour te rattraper et pour te le dire. Donc j'ai l'impression que c'est un livre qui va probablement être détesté par certains et adoré par d'autres. Il est peut-être plus clivant finalement que les âmes torrentielles parce que les chevaux, ça met tout le monde d'accord en général. Mais là, il gratte quand même. Hein. Il est plus rugueux. Il est voilà. Les personnages ont des partis pris qui peuvent heurter ou voilà. Je comprendrais qu'il y ait des gens qui disent j'ai pas pu le lire jusqu'au bout ou ça heurtait mes valeurs, etc. Mais en tout cas, je suis contente de cette intensité. Le pire, c'est l'indifférence pour un bouquin. Oui. Donc En écoutant le pitch, tu disais ce pilote ne peut plus piloter.
Est-ce que ça t'est venu aussi en te disant « Et qu'est-ce qui se passe si je peux plus écrire ?» par exemple? Et pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous vous demandez parfois ce que vous aimez faire le plus? Il se passe quoi si vous pouvez plus? Est-ce que c'est des questions comme ça qu'on peut se poser régulièrement? Et est-ce que toi, tu t'es posé ces questions-là? Peut-être avec l'écriture ou avec autre chose? Va savoir. Ah, c'est intéressant, parce que j'y avais pas pensé. Mais je pense que la question de à quel point notre métier construit notre identité, ça fait partie du questionnement de l'écrivain. Parce que l'écrivain, c'est pas juste un producteur de romans, il y a tout ce qui va avec aussi. Et moi, c'était mon rêve de petite fille d'être écrivain et j'ai fait mes stages dans des maisons d'édition. J'ai fait plein de photocopies pour les services de presse de Gallimard. J'ai découpé des étiquettes et ça me remplissait de joie. Franchement, les autres qui faisaient leur stage en même temps que moi disaient « Ah, bah, sympa le stage photocopie », mais je m'en foutais. Moi, j'étais en train de classer les articles qui parlaient d'Annie Ernaux dans des vieux classeurs qui sentaient la poussière et c'était merveilleux. Donc, je pense que comme le pilote de chasse, je pense que l'écrivain a, à travers son métier, une identité prête à porter. C'est facile d'être l'écrivain de service, en fait, parce que on va vous faire parler de votre métier, parce que on vous installe à une table avec une pile de livres et vous êtes là pour les dédicacer. En fait, il y a des choses, c'est un peu balisé comme parcours. Tout comme, je pense, Anthony avait un parcours balisé et quand il enfilait sa combinaison de pilote, il enfilait toute une identité. L'identité du mec qui gère, qui sait où il va, qui sait gérer la vitesse, les paramètres, qui est écouté quand il parle. Enfin, quand j'ai visité une base de l'armée de l'air, on m'a dit ouais, non mais eux, c'est les aristos de l'armée de l'air, en fait. Bien sûr que ce métier est plus qu'un métier et pour l'écrivain et pour le pilote. Certainement que beaucoup de métiers en uniforme comportent ce genre de dimension. Voilà. Mais je me suis pas posé la question de « Et qu'est-ce que je ferais si j'arrêtais d'écrire ?» Je crois que je sais ce que je ferais. Je jardinerais, je m'occuperais beaucoup mieux de mes enfants et je chercherais un boulot alimentaire assez rapidement. Voilà. Et c'est tout, quoi. Le monde ne s'arrêterait pas de tourner parce qu'Agathe Portail n'a plus l'idée de son prochain roman. Hein. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu aurais des conseils alors à donner à des jeunes auteurs qui voudraient voilà, être publiés? Quand on veut être publié, déjà, je crois que la première chose, c'est prendre les demandes de retravail de la part d'un éditeur comme une chance pour notre roman et pas comme une volonté de le travestir et de nier notre créativité d'auteur. Pas du tout. L'éditeur, c'est pas un ennemi. Et je vois beaucoup en fait d'auteurs qui sont très très sûrs d'eux et qui trouvent que le moindre retour, la moindre critique vient les attaquer. C'est faux. Moi, mes livres sont bien meilleurs après avoir été lus, critiqués et même retapés pratiquement avec l'aide d'un éditeur qu'ils ne l'étaient à l'origine. Donc voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est viser haut. Je trouve ça trop triste. J'ai entendu ça parce que je participe à une formation qui s'appelle l'Institut des carrières littéraires, qui est une formation pour les écrivains et qui est extrêmement dense et bien faite. Et il y a un jeune, il n'était pas si jeune que ça d'ailleurs, qui est venu me voir et qui a dit moi je suis dégoûtée parce que j'ai d'abord envoyé mon livre à des maisons d'édition locales qui me faisaient moyen rêver, mais en me disant bon, on va commencer modeste et tout. Et dans un deuxième temps, je l'ai envoyé à une grande maison, sauf que j'ai reçu un oui de la part de la maison d'édition locale. J'ai signé et après, une maison d'édition qui me faisait rêver m'a dit oui. Il était dégoûté. Donc moi, je dis à tous les apprentis écrivains, rêvez grand. On a tout le temps de diminuer nos prétentions et envoyer en priorité vos 3-4 exemplaires, parce que ça coûte un bras quand même, de faire imprimer et d'envoyer. Envoyez-les à des maisons qui vous font rêver. Ça coûte pas cher de rêver. Enfin, si, ça coûte quand même le prix d'une impression et d'un timbre.
Mais voilà, visez grand et puis voyez s'il faut revoir les prétentions à la baisse après. Je me sens une responsabilité. Je vais être lue par des gens qui vont bien, des gens qui vont pas bien. Et je ne veux pas qu'ils coulent avec mes personnages. Donc, je me donne la responsabilité de tirer tout le monde vers quelque chose de beau, quelque chose qui donne envie de vivre, en fait, tout simplement. Donc, le nihilisme, pour moi, c'est une facilité et c'est surtout très compliqué à éviter quand on écrit quand les romans s'accumulent, parce qu'on a toujours envie de faire plus puissant que le précédent. Et la manière la plus facile de faire plus puissant, c'est de faire plus dark. Et c'est une vraie tentation. Donc, je lutte contre ça pour me dire, attention, ta responsabilité, c'est quand même de mener tout ce petit monde-là vers la lumière.